jarabawa. To, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon. Muna godiya ta musamman ga bakin namu da suka kasance tare da mu a cikin shirin. Mataimakin gwamnan jihar Bauchi Alhaji Baba. Ici, la voix de l'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide avec vous, ravi de vous retrouver en cette fin de semaine. Les titres que nous allons développer ce soir. Au Mali, le mouvement de contestation qui réclame le départ de l'actuel pouvoir de Bamako rend hommage aux victimes des récents troubles, tandis qu'une mission ouest-africaine s'emploie à désamorcer la crise pour éviter une nouvelle effusion de sang. Félix Tshisekedi réagit aux récents affrontements meurtriers en République démocratique du Congo autour de la commission électorale. Le chef de l'État appelle au calme et rejette toute rupture de la coalition au pouvoir à Kinshasa. Le président égyptien est catégorique, le Caire ne restera pas inerte dans le conflit libyen face à une menace directe sur sa sécurité nationale. Déclaration d'Abdel Fattah al-Sisi lors d'une réunion avec des chefs tribaux de la Libye. Le Mali donc, pour ouvrir ce journal, pas de rassemblement aujourd'hui à Bamako, mais le mouvement de contestation rend hommage aux victimes des récents troubles. De son côté, le pouvoir a reconnu par la voix du chef du gouvernement un usage excessif de la force pour réprimer les manifestations. La médiation diplomatique, elle, se poursuit. La mission ouest-africaine de la CEDEAO, menée par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, a rencontré les leaders du mouvement du 5 juin qui réclament le départ du chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta. Le point avec Mohamedou Oumfa. À Bamako, c'est un vendredi moins agité que celui de la semaine dernière. Le mouvement du 5 juin, qui réclame le départ du président Ibeka, a appelé à une prière collective et un hommage aux martyrs, 7 jours après la manifestation qui avait dégénéré en violence et fait au moins 11 morts. Le calme apparent qui prévaut dans le pays est aussi destiné à donner une chance à la mission de la CEDEAO, même si les leaders de la contestation n'en attendent pas grand-chose. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons accepter plus de 23 morts du président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre et parler des négociations institutionnelles? Cette question n'a pas été répondue. Je suis vraiment, sentiment personnel, déçu de voir que le vrai problème n'a pas été posé. La mission de la CEDEAO est délicate. Les manifestants restent fermes sur leur volonté d'obtenir le départ d'Ibeka. De son côté, le pouvoir tient un discours d'apaisement. Le Premier ministre Boubou Cissé a reconnu et regretté un usage excessif de la force contre les manifestants. Le président Ibeka a annoncé une dissolution de fait de la Cour constitutionnelle, accusé d'avoir injustement invalidé une trentaine de résultats des élections législatives de mars-avril. Il a aussi promis la formation prochaine d'un gouvernement d'ouverture. Mais pour les manifestants, ce n'est pas suffisant. De mon point de vue, la question elle est connue. Le peuple connaît le problème, Ibeka connaît le problème. Le peuple ne veut plus de ce régime devient un régime qui a du sang sur la main. Alors venez nous parler vraiment, Boubou doit partir, ne doit pas partir, rentrer dans le gouvernement. Je pense que vraiment, pour moi, c'est insulter le peuple. Dans ce contexte précaire, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme s'inquiète de la prolifération des fake news et des incitations à la violence sur les réseaux sociaux qui risquent d'enflammer la situation. Les regards restent désormais tournés vers la CEDEAO, dont la mission ministérielle avait déjà recommandé le 19 juin, entre autres solutions, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et la reprise des élections législatives dans certaines circonscriptions.
Ailleurs sur le continent, le président de la République démocratique du Congo lance un appel au calme et au rassemblement au sein de la coalition au pouvoir à Kinshasa. C'est ce qu'a déclaré Félix Tshisekedi hier à Brazzaville, où il a effectué une brève visite. Il était interrogé sur les tensions qui agitent le gouvernement congolais en ce moment. Ce gouvernement regroupe des membres pro-Tshisekedi, de Cap pour le changement et du Front commun pour le Congo, lui fidèle à l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Les deux camps s'affrontent sur une réforme de la magistrature et sur la désignation d'un nouveau président de la commission électorale. Celle de toujours appeler au calme et au rassemblement. Vous savez que c'est une expérience inédite dans la jeune histoire de notre pays. C'est d'abord la première alternance pacifique que nous avons. Ensuite, c'est une coalition qui nous est imposée par la volonté de la population, parce que je ne vous cache pas que nous rêvions d'avoir cette majorité au Parlement, mais elle est allée dans l'autre camp. Nous sommes donc convenus de coaliser et c'est normal, la culture politique n'étant pas celle de tous et donc on pouvait que tomber dans ce genre de petits incidents. L'essentiel est de regarder d'abord les intérêts du pays et je crois que les uns et les autres sont conscients de cette prise en compte des intérêts du pays, j'entends, et donc nous allons finir par trouver des solutions. Ce que je peux vous assurer en tout cas, c'est que nous n'allons pas vers une rupture de la coalition, ça c'est certain. Mais évidemment, d'ailleurs en ce moment, il y a des délégués des deux camps qui se voient, qui discutent pour essayer de déblayer le chemin et de voir de nouveau les conditions de pouvoir regarder dans la même direction. Mais ça ne doit pas vous déranger cela parce que c'est tout à fait inhérent à une jeune démocratie, à une première expérience politique. C'est la première fois, je vous le dis, que nous vivons une telle situation dans ce pays-là. Donc ça ne pouvait pas se passer parfaitement. Même dans les vieilles démocraties, les coalitions ont toujours posé des problèmes. Donc ça ne doit pas choquer. Toujours en RD Congo, près de 1000 personnes ont été tuées et un demi-million ont été déplacés dans les violences en Ituri, dans le nord-est du pays, depuis ces 3 dernières années. C'est ce que rapporte l'ONG International Crisis Group. Les camps gérés par le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU dans cette région accueillent au moins 200 000 personnes qui vivent dans des conditions extrêmement précaires, comme dans la ville de Bunia. Mohamedou Oumfa pour les détails. Ce camp de déplacés internes de Bembéi est devenu le seul refuge pour des centaines de personnes fuyant les violences des groupes armés. Des personnes comme Gabriela qui sont arrivées dans l'espoir que ce serait la fin de leur cauchemar. Mais après avoir échappé aux bandes criminelles, elles doivent faire face à d'autres réalités. Les miliciens nous ont énormément traumatisés par les massacres. Mais depuis notre arrivée ici, les conditions de vie sont très difficiles. Je manque de tout. Regardez où je dors, par terre dans le froid. Mes marmites sont toujours vides et il n'y a personne pour nous aider. Situation presque similaire dans un autre camp, celui de Mbala. Là-bas, les déplacés sont contraints à la promiscuité dans des installations de fortune et où les conditions d'hygiène et de vie sont des plus sommaires. Les conditions de vie sont difficiles, surtout pour nous les femmes. Les conditions d'hygiène ne sont pas bonnes. La chose la plus difficile est la nourriture pour la famille. Ici, j'ai mélangé le maïs et les haricots avec de l'eau, mais j'ai besoin d'huile. Tout le reste manque. Situé dans la province de l'Ituri, une province instable mais riche en or, ces camps font face à l'afflux de déplacés. La violence a redoublé en intensité depuis la fin du mois de mars, suite à la mort de Justin Goudjolo, le chef de la coopérative pour le développement du Congo. C'était lors d'une opération militaire de l'armée congolaise. Le groupe s'est depuis scindé en différentes factions et continue de tuer des civils à travers la province. On avait jusqu'en décembre 1 100 000 personnes déplacées.
Et pour ces 6 premiers mois, avec la résurgence de la violence dans la province, dans les différents territoires, on est actuellement à plus de 1 600 000 personnes déplacées. En l'absence d'une solution politique à ces conflits, les besoins humanitaires ne cesseront de croître. Pendant ce temps, le HCR déclare ne disposer que de 21% des 168 millions de dollars nécessaires à l'exécution de ces projets en RDC. Dans ce même pays, l'épidémie d'Ebola continue d'inquiéter. Eh bien, la maladie se propage. 56 nouveaux cas ont été confirmés dans la province congolaise de l'Équateur, alors que l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires se disent confrontés à un grave déficit de financement pour combattre l'épidémie. Le président égyptien a rencontré les chefs tribaux libyens venus au Caire pour discuter de la guerre en Libye. Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que son pays ne restera pas inerte devant tout mouvement qui constituerait un danger direct pour la sécurité nationale de l'Égypte. Didi Dziko pour les détails. L'Égypte a fait savoir qu'elle ne restera pas inerte dans le conflit libyen qui constitue une menace pour sa sécurité nationale. Lors d'une réunion avec des chefs tribaux de l'Est libyen, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a également réitéré son souhait de parvenir à la paix en Libye. Malgré la capacité rapide de l'Égypte à changer la scène militaire en Libye, l'Égypte priorisera toujours une solution pacifique par le biais de négociations entre toutes les parties libyennes. Les chefs de tribus libyens ont quant à eux donné mandat au président égyptien pour intervenir en Libye en cas de poussée vers l'est des forces du gouvernement de Tripoli. Nous autorisons pleinement l'armée égyptienne à entrer en Libye et nous sommes sur le point de libérer la Libye. Au nom du peuple libyen, nous disons que nous ne considérons pas l'intervention de l'armée égyptienne en Libye comme intrusive ou motivée par le gain. Elle vise à protéger la Libye de l'intrusion turque et du colonialisme. Le président al-Sisi a souligné que l'Égypte agira dans le respect de la confiance placée en elle par les leaders tribaux libyens. Croyez-moi, nous ne pensons pas à la façon dont nous allons nous retirer de la Libye si nous y entrons. Et je ne dis pas non plus que nous y entrerons. Nous n'irons en Libye que si vous en faites la demande. Et nous partirons dès que vous nous ordonnerez de partir. La Libye est déchirée par un conflit entre deux pouvoirs rivaux. Le gouvernement d'union nationale GNA, reconnu par l'ONU, est basé à Tripoli et le maréchal Khalifa Haftar qui règne sur l'Est et une partie du Sud. Le premier est soutenu par la Turquie qui a des militaires sur place et le second par l'Égypte voisine, les Émirats arabes unis et la Russie. Le point maintenant sur la pandémie du coronavirus en Afrique. L'Ouganda a débuté un test collectif de ses 426 députés et du personnel du Parlement. Ce sont les députés eux-mêmes qui l'ont réclamé en raison des fréquents contacts qu'exige leur mandat, disent-ils. L'Algérie a enregistré un nouveau record de contamination à la maladie Covid-19 hier, avec 585 nouveaux cas répertoriés au cours des dernières 24 heures. Cela porte le bilan total à 21 355 cas, dont 1052 morts. Alger a reconduit pour 10 jours le confinement dans la majeure partie du pays à cause de cette recrudescence de cas. Au Maroc, réouverture graduelle des mosquées, comme ici à Casablanca, où les fidèles ont pu se rendre à la mosquée Hassan II, avec toutefois le respect des mesures en vigueur pour lutter contre le coronavirus. Elles comprennent le port de masque et la distanciation de près d'1,5 mètre entre les personnes. En Afrique du Sud, les infections de Covid-19 montent en flèche. Le pays, pourtant le plus industrialisé d'Afrique, possède un système de santé précaire pour y faire face. Blanche San. Les responsables de la santé en Afrique du Sud ont noté que dans certaines parties du pays, les salles Covid-19 sont bondées et que les patients se déversent dans d'autres services ou des tentes à l'extérieur. Dans les hôpitaux publics déjà très sollicités, les médecins se sont plaints du manque de personnel et d'équipements de protection. C'est la panique au sein de la population.
Je suis très inquiet. Je pense que tout le monde devrait l'être. C'est quelque chose qui défie une vie humaine. C'est quelque chose qui peut tuer, qui a le potentiel de tuer peut-être la moitié de la population dans le monde. Fin mars, le président Cyril Ramaphosa avait pris des mesures rapides et agressives, fermant des magasins, ordonnant aux gens de rester chez eux et en envoyant l'armée dans les rues pour les faire respecter. Par la suite, le gouvernement a assoupli ces mesures par crainte pour son économie en difficulté. Mais avec cette augmentation quotidienne, le président Ramaphosa, exaspéré, a imposé de nouveau dimanche un couvre-feu nocturne. Des experts ont déclaré que les chiffres actuels augmenteront si la pénurie des lits d'hôpitaux et d'oxygène s'aggrave. Ils doivent faire un plan ou construire des hôpitaux et embaucher plus de médecins. Sans gaspiller de l'argent avec cet homme et tout ça. Je me sens vraiment mal parce que notre pays s'effondre à présent. Environ la moitié des Sud-Africains vivent dans la pauvreté et au moins un tiers sont au chômage. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré au cours de la semaine dernière que 5 pays africains ont signalé de fortes augmentations des nouveaux cas de Covid-19. L'OMS exhorte tous les pays du continent à poursuivre la mise en œuvre de mesures globales de santé publique afin de ralentir la croissance rapide des cas. Effet de la maladie de Covid-19 aux États-Unis, près d'un Américain sur 6 n'a pas pu payer son loyer le mois dernier et près d'1 sur 3 est inquiet pour l'échéance du mois en cours. C'est ce qu'indiquent les données du Bureau du recensement. Près de la moitié des Américains a connu une diminution de salaire depuis le confinement entamé en mars dernier. La pandémie a fait perdre leur emploi à plusieurs dizaines de millions d'Américains et ils étaient 32 millions à être inscrits au chômage à la fin du mois de juin contre 1,6 million un an plus tôt, d'après les chiffres publiés hier par le département du travail. Les cas de Covid-19 explosent de nouveau dans le pays, notamment en Floride. Vous regardez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs, nous revenons dans quelques petits instants. Mille fois merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Gros plan maintenant sur la loterie de la carte verte aux États-Unis. Il s'agit en fait d'un programme de visa qui vise à diversifier la population immigrante en Amérique. Le programme a temporairement été interrompu par l'administration Trump en raison de la pandémie de Covid-19. Mais pour certains gagnants de cette loterie de visa, réaliser le rêve américain est encore très loin. Vina Mouptadi de la VOA a rencontré quelques-uns d'entre eux. Son reportage est relaté par Lionel Gaïma. Après avoir gagné à la loterie de la carte verte et obtenu son visa, Eric Alamja est arrivé aux États-Unis en provenance de l'Indonésie à la fin de 2019 avec sa femme, Sari, et ses 2 enfants. Il avait travaillé dans le secteur informatique pendant 8 ans à Jakarta, la capitale indonésienne. Malgré cette vaste expérience, il n'a toujours pas été en mesure de trouver un emploi à temps plein. De toutes les candidatures que j'ai envoyées, qu'il s'agisse de commerce de détail ou d'autres emplois dans le domaine informatique, je ne reçois de retour d'appel que pour du travail dans les pharmacies, épiceries et magasins de rénovation. Peut-être que je devrais suspendre ma recherche et trouver un autre travail dans l'informatique. En attendant, Alamja travaille comme caissier à Home Depot, un grand magasin de quincaillerie dans l'État du Maryland. Originaire, elle aussi, d'Indonésie, Vinia Agnesia est arrivée aux États-Unis munie de sa carte verte. Elle a abandonné sa dernière année d'études en chirurgie dentaire à Padang, sur l'île de Sumatra, pour déménager à New York fin 2019. Sans diplôme universitaire ni expérience professionnelle, Agnesia a eu du mal à trouver un emploi à temps plein.
Elle a été serveuse à temps partiel dans un restaurant japonais pendant quelques mois jusqu'à la fermeture de ce restaurant. À la suite du confinement, elle s'est retrouvée au chômage à New York, épicentre de la pandémie de Covid-19 et l'une des villes les plus chères du monde. Mes parents s'inquiètent non seulement à cause du coronavirus, mais aussi financièrement. Comme je suis au chômage, ils se demandent comment je m'en sors et je leur réponds « Ne vous inquiétez pas, je suis légale ici, donc éligible pour obtenir l'aide du gouvernement. » Cette aide, c'est un chèque de 1 200 $ ainsi que l'assistance chômage qui permet à Agnesia de percevoir environ 600 $ par semaine qu'elle utilise pour payer le loyer, les services publics, la nourriture et les transports, tout en continuant à chercher du travail. Sari Alamja, elle, reste optimiste au sujet de la nouvelle vie américaine malgré toutes les incertitudes. Nous sommes venus ici pour nos enfants, pour l'éducation de nos enfants. Nous avons déjà pris notre décision. Nous devons passer par là, peu importe. J'espère juste que les choses iront mieux. Les familles Alamja et Agnesia font partie de quelques 55 000 personnes qui viennent chaque année aux États-Unis par le biais de la loterie de la carte verte qui, rappelons-le, donne le droit légal de travailler, mais ne garantit pas un emploi. Et maintenant, Culture Hebdo avec d'abord la France qui acte la restitution d'objets d'art au Sénégal et au Bénin. Bonsoir Roger Mountou. Bonsoir Jacques. Effectivement, le gouvernement a examiné mercredi le premier projet de loi permettant le transfert d'œuvres culturelles vers leur pays d'origine que le président Emmanuel Macron avait initié dans son discours de Ouagadougou le 28 novembre 2017 sur une refondation du partenariat culturel entre la France et l'Afrique. Pour cela, le projet de loi autorise par une dérogation limitée au principe essentiel d'inaliénabilité applicable aux collections publiques françaises le transfert au Bénin de la propriété de 26 objets pillés lors du sac du palais de roi d'Abomey par des troupes coloniales françaises en 1892. Ces thèmes et spectres actuellement conservés au musée de Quai Branly Jacques Chirac à Paris seront exposés dans un lieu public au Bénin. Au Sénégal, la France restitue formellement un sabre que l'ex-premier ministre français Édouard Philippe avait symboliquement remis en novembre dernier au président Macky Sall. Et voilà, parlons à présent cinéma. Oui, cinéma. Les frères Dardenne, Jean-Pierre et Luc, double lauréat de la Palme d'Or au Festival de Cannes, recevront cet automne à Lyon, au sud-est de la France, le 12e prix Lumière qui récompense chaque année une personnalité marquante du 7e art, ont annoncé mercredi les organisateurs à l'occasion de sa 12e édition organisée du 10 au 18 octobre. Le festival Lumière rendra également hommage au célèbre dialoguiste et scénariste français Michel Audiard qui aurait eu 100 ans cette année avec une grande rétrospective de ses films en copie restaurée. Et voilà, finalement, respirons un peu en musique. C'est vendredi, pourquoi pas, ouais. Respirons en musique, n'est-ce pas? Vous savez, l'une des choses les plus difficiles quand on est parent, c'est de voir votre adorable enfant qui vous vénérait quand il était tout petit s'est transformé en un adolescent qui vous répond de façon insolente. Votre ado peut vous faire grimper au mur, mais il est important de mettre en place une stratégie concrète pour punir de mauvais agissements et encourager un bon comportement. Écoutez, c'est un papa des adolescents qui vous dit ça. Écoutez, mon conseil. Mais écoutez, je dis tout ça parce que je vous laisse en compagnie de Kofi Olomide. Je vous laisse suivre son dernier opus, son dernier clip qui parle effectivement de la vie des adolescents. Ce titre, vous l'avez bien deviné, Bado. Écoutez, papa. Bado, Bado, les amis du muscu, Bado, Banaya Gym, Bado, Banaya Fashion, Bado, Petit Bouba, Bado, Talatolo, Bado. Voilà Jacques, j'espère que vous avez aimé, parce que moi c'est ma chanson du moment quand je cours ou je fais des exercices, c'est Bado, Bado, Bado. Mais voilà Jacques, à vous et à tous nos téléspectateurs, je vous souhaite un très bon week-end en compagnie de VO Afrique.
Roger, oui, effectivement, je l'ai bien aimé et nous allons rester au chapitre musical. Roger, pour cela, nous nous rendons en Afrique du Sud. Confinement coronavirus oblige. Le chanteur Bongwezibwe Mabandla a été contraint de reporter une tournée pour promouvoir son 3e album. Mais en attendant, que fait-il pour faire connaître sa nouvelle œuvre? Les explications avec Thierry Kaoré. Zange, qui signifie en Xhosa jamais, jamais auparavant, est le premier single de l'album que Bongwezibwe voulait à tout prix promouvoir cette année. J'étais sur le point de partir en tournée et nous nous préparions pour la sortie et quelques jours avant, nous avons juste réalisé que ça ne se produirait pas. Nous allions lancer l'album ici en Afrique du Sud, au Mozambique, et nous allions faire beaucoup de performances promotionnelles en Europe, en France notamment, où nous travaillons beaucoup. Coincé à Johannesburg en raison de l'interdiction de rassemblement et de la fermeture des frontières, l'artiste s'est employé à promouvoir son album à partir de chez lui en réalisant des interviews à la radio et à la télévision. Il s'est également produit pour ses fans sur des plateformes des médias sociaux. Beaucoup de gens ont pu écouter l'album vraiment bien parce que beaucoup de gens étaient coincés à la maison. Des concerts en solo qui lui ont également permis d'acquérir de nouvelles compétences. J'ai aussi beaucoup appris sur la réalisation de vidéos chez moi, sur l'interaction différente avec les fans. Sur le tournage de mes propres vidéos, je suis devenu réalisateur, concepteur de production, preneur de son. Bongwezibwe a grandi à Solo, dans la capitale du Cap oriental. Il s'est ensuite installé à Johannesburg, où il a d'abord étudié le théâtre avant de se consacrer à la musique. L'artiste, qui s'était déjà produit au World Music Expo 2019 en Finlande, a déclaré avoir discuté avec son équipe de la possibilité de retarder la sortie de l'album. Et avant de clore ce journal, en Grande-Bretagne, mariage discret pour la princesse Béatrice, petite fille de la reine Elisabeth II. Elle a épousé l'homme d'affaires italien Edoardo Mapelli Mozzi lors d'une cérémonie privée aujourd'hui à la chapelle royale Windsor. Présence également de l'époux de la reine, le prince Philippe, et la famille proche de la jeune femme. Initialement prévu le 29 mai dernier à Londres, le mariage avait été reporté en raison de la pandémie de coronavirus. La nouvelle date n'avait pas été annoncée. Âgée de 31 ans, Béatrice est la fille du prince Andrew, deuxième fils de la reine Elisabeth II et de Sarah Ferguson. Ses parents sont divorcés. Et voilà, c'est ici que nous allons refermer ce journal. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous lundi. D'ici là, nous vous souhaitons un très bon week-end. Merci.